Je vais commencer par, tout de suite, donner la parole à Olivier qui va vous présenter un peu le déroulement technique ou voilà, faire une petite intro technique sur la soirée. Et bon, voilà, on va démarrer après. Olivier, on est bon? Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est un oui. Alors ok, comme vous êtes en mute, c'est dramatique puisque je ne vous entends pas moi, je vous devine derrière l'écran. Et j'invite un maximum de personnes à allumer vos caméras, qu'on vous voit, qu'on voit vos belles figures, qu'on voit vos... donc la plupart, certains d'entre vous l'ont. Si vous pouvez allumer vos caméras, c'est super, comme ça on se sent, on est des êtres humains et ça fait du bien de se voir. Et alors, si vous arrivez, contrairement à ce qu'a dit ma collègue tout à l'heure, à vous démuter, c'est-à-dire à rallumer le micro, pour qu'on se dise juste coucou, pour voir que ça marche bien et que votre son marche bien. Et quand vous voulez, vous dites coucou. Bonjour. Hello, coucou. Bonjour. Bonsoir. Pouette, coucou. Ah, bah Salut. voilà, ça fait du bien de s'entendre. Alors, du coup, moi, ce que je vous invite à faire, c'est... là, on entend quelqu'un qui crie et tout, c'est super. Donc, si vous avez un environnement sonore très bruyant, comme avec un chien ou un bébé ou quoi, c'est le moment d'être conscient de ça et de couper son micro. Si vous avez un environnement sonore qui est plutôt agréable parce qu'il n'y a rien derrière, eh ben, moi, je vous invite à laisser pendant cette introduction votre micro allumé parce qu'on va entendre des choses comme les « oh, ah, 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 je suis pas d'accord », etc. Et en fait, ça nous connecte, ça fait partie des choses qui sont du bien à entendre. Voilà pour la technique. Du coup, je suis Olivier, je suis temporairement l'animateur de cette réunion. Pardon, je suis l'animateur de cette réunion pour ce soir, le facilitateur, à titre avec l'équipe technique qui s'est organisée à titre temporaire. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avant qu'on démarre? Que ce soir, comment on va utiliser Zoom pour ceux d'entre vous qui connaissent suffisamment Zoom. Vous notez qu'on peut converser dans Zoom, on peut s'écrire des petits messages dans une conversation quand on clique sur converser en bas de l'écran. On vous invite à utiliser le chat davantage pour appeler à l'aide si jamais vous avez un souci, si jamais il y a un problème de son, si jamais, si jamais les choses ne sont pas claires. Voilà. Et attention, j'ai le pouvoir de tous vous éteindre le micro. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui n'a pas conscience que derrière lui, il y a du bruit, c'est tout le monde qui va avoir son micro éteint. Quoi vous dire? Vous dire que tout à l'heure, il va y avoir… Donc, tiens, je vais vous présenter l'agenda. C'est peut-être la meilleure façon de démarrer. Donc, voici ce que j'ai à vous montrer. Tac, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Comment ça va fonctionner? Donc, vous voyez à l'écran une forme de plénière, parce que voilà, nous sommes en plénière. Et je vais vous présenter l'agenda que voici. On commence, il est 19 h. On va avoir un petit point sur qui sommes-nous, qui va être tenu par Ludivine, puis des interventions. On aura une pause entre 20h10 et 20h20. Et puis ensuite, on ira en sous-groupe en utilisant des tableaux et notamment un logiciel Miro. Et puis, nous aurons une restitution plénière autour de 21h10. Donc, on pense finir à 22h ce soir. Et voici l'objectif de cette réunion. Ce n'est pas moi qui vais en parler le plus, mais voilà, on a 3 objectifs qu'on a pu se donner en démarrant. C'est de se rencontrer, rendre manifeste des accords entre plusieurs appels qui sont présents ce soir et de traiter de thèmes directement, de rentrer dans des thèmes autour de nationalisation, socialisation et autogestion. Et alors, comme j'entends du bruit derrière moi, je vais vous mettre en mute. Et alors, comment je fais ça? Je ne sais plus. Participants, oui, c'est là. Couper les micros et entrer, non. Est-ce que je peux faire une remarque? Mieux et tous. Alors, la remarque, je veux bien dans le chat. Je ne sais pas comment. Voilà. Donc, je termine juste cette présentation. Donc, ça, ce sont les objectifs de la soirée. Je sais pas, là, mon but n'est pas de présenter trop longtemps cette soirée. Ce n'est pas à moi de la présenter. Ce n'était pas mon rôle. Simplement, voilà comment va fonctionner l'événement. Donc, vous êtes sur Zoom et on ne sait pas combien on va être ce soir, en fait. C'est un peu la surprise. On peut être jusqu'à 500 normalement, techniquement parlant. Donc là, vous avez la possibilité dans votre écran de naviguer à travers toutes les personnes qui sont là, parce que vous avez des flèches sur les côtés normalement.
Si vous n'avez pas accès à toutes les vidéos, c'est normal. On n'a que 50 personnes maximum par écran normalement. Donc vous pouvez regarder un peu qui est là, etc. Encore une fois, je vous invite à allumer vos caméras si vous pouvez. Et puis, je pense que j'en ai terminé sur l'introduction un peu technique. Vous entendrez parfois de la musique, c'est normal. En général, ça indique une transition. Et puis, je co-anime en fait ici avec Marianne, qui est à mes côtés et qui va parfois mettre en vedette, c'est-à-dire pousser à la vision de tous un intervenant qui parle, comme elle fait avec moi normalement. Ça a été poussé en vedette. Si néanmoins, vous avez envie de voir les gens, vous avez l'option affichage galerie en haut à droite de votre écran, si vous voulez passer du speaker, de la personne qui parle, à la vision de tout le monde qui est là. Voilà, j'en ai fini. Du coup, je vais laisser la parole. On a vu l'agenda, on a vu comment ça va fonctionner ce soir, et du coup, c'est le moment de l'introduction officielle. Il y avait quand même une remarque qu'on voulait me faire, donc je la lis. La sonnerie à chaque nouvelle arrivée est-elle désactivable? Eh bien non. J'aurais dû le faire avant, mais je n'ai pas pu. Voilà. Je voulais faire la remarque que l'ordre d'intervention n'était pas celui annoncé sur l'écran. Ah, écoutez, du coup, celui qui était sur l'écran n'est pas le bon. Et puis, Ludivine va nous annoncer le bon ordre d'intervention, si elle est au courant. Ordre alphabétique. Mais sinon, sentez-vous libre d'interrompre Ludivine si elle aussi, elle n'est pas au clair là-dessus. Ok, donc j'en termine pour moi. Du coup, je laisse la parole à Ludivine pour le qui sommes-nous, qui est-ce qui parle là. Voilà. Ludivine, est-ce que tu es dans le coin? Est-ce qu'on peut t'entendre? Oui. Est-ce qu'on peut te Bonsoir. voir? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vous rassure, je vais vraiment être très courte pour laisser la parole à la fois à la personne qui va présenter l'autre appel, qui co-organise avec ce fédéré cette discussion. Cet autre appel est intitulé « Ensemble, tout est possible ». Donc, on va vous expliquer rapidement pourquoi on a décidé d'organiser cette réunion sur un thème qui nous semble central. Pour moi, les quelques mots que je voudrais prononcer en introduction, c'est déjà évidemment vous exprimer le plaisir de vous trouver, de vous retrouver, de vous rencontrer autour de cette première rencontre co-organisée par ce fédéré. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant d'organiser une première rencontre quand on ne s'est pas encore constitué véritablement en collectif, en mouvement ou en coopérative, puisque jusqu'à présent, on a surtout fait circuler l'appel se fédérer, on l'a traduit, on a fait un site internet, on a dialogué parfois par différents moyens techniques, qu'il s'agisse de mails, qu'il s'agisse d'outils comme Framavox. Nous avons donc commencé à constituer des groupes thématiques avec la perspective, bien sûr, de nous retrouver sans doute pour de vrai, physiquement, lors d'une assemblée qui sera une assemblée de lancement ou une assemblée constitutive. Étant donné la situation sanitaire, la situation encore de post-confinement, on s'est dit que cette assemblée, c'était difficile de l'organiser avant l'été véritablement, qu'il fallait prendre le temps de la préparer avec enthousiasme et aussi avec un certain sérieux, de trouver un lieu ou des lieux. Donc, ça sera plutôt en septembre. Mais ce qu'on s'est dit tout autant, c'est que ça serait vraiment dommage d'attendre septembre pour discuter, commencer à dialoguer. Et aussi, bien sûr, pour nouer des liens avec d'autres groupes, d'autres collectifs. Puisque, évidemment, la vocation de se fédérer, comme son nom l'indique, c'est bien de trouver des liens, des passerelles, mener des actions communes et mener aussi des débats communs. Donc, c'est le sens de cette réunion. Et donc, il y a quelques jours, quelques semaines à peine, avec les initiatrices et initiateurs de l'appel Ensemble, tout est possible, nous avons mesuré tous les points de convergence entre ces deux initiatives. Nous nous sommes dit qu'il était indispensable, comme avec d'autres collectifs, de se retrouver. Et la thématique, une des thématiques, parce qu'il y en aura bien d'autres, une des thématiques qui nous a paru parmi les plus cruciales et aussi parmi les plus fédératrices, mais encore aussi parmi les plus soucieuse d'aborder vraiment frontalement la question des alternatives au capitalisme, c'est le thème du jour, nationalisation, socialisation et autogestion. Donc,
voilà, c'est une proposition. Ce qui nous tient beaucoup à cœur, comme vous l'imaginez, et on l'a vraiment répété pour se fédérer, c'est que cet appel ne soit pas simplement une tribune, un énième texte qu'il s'agirait simplement de signer, mais où chacune et chacun se sentent véritablement partie prenante du projet et le souci justement de se sentir vraiment légitime à intervenir, à proposer. Alors comme le disait Marianne tout à l'heure, c'est vrai que il nous faut aussi une certaine indulgence et une certaine bienveillance parce qu'on a constitué une toute petite équipe, d'abord qu'on a appelée équipe technique parce qu'il s'agissait surtout eh bien, de recenser les signatures, de constituer le site, ça a été fait grâce à Alain, justement de diffuser l'appel, etc. Équipe qui est devenue une équipe d'animation et comme vous le savez si vous avez lu tous nos mails, cette équipe d'animation non seulement elle est ouverte mais elle attend les bonnes volontés parce que pour l'instant voilà, ça repose sur un petit nombre de personnes et en fait il y a plus de 1500 personnes au collectif qui ont rejoint cet appel, donc c'est autant de mails, autant d'échanges, etc. Donc on a vraiment besoin de se renforcer et surtout voilà, ça nous paraît nécessaire de s'auto-organiser et que chacune et chacun se sente encore une fois vraiment dans la participation à ce projet. C'est aussi la raison pour laquelle on a choisi ce dispositif pour ce soir. On s'est dit que c'était bien de faire des introductions vraiment solides sur le fond. C'est la raison pour laquelle on vous a écrit pour vous dire, ben voilà, si vous vous sentez de prendre part à cette introduction, n'hésitez pas à nous le dire. Donc c'est la raison pour laquelle finalement 3 personnes vont nous proposer dans la première heure une introduction thématique, à savoir donc Benoît Boritz, Pierre Coursali et Catherine Samary. Et puis ensuite, l'idée de pouvoir vraiment parler, échanger, confronter nos points de vue avec le souci d'à la fois mesurer tous les points d'accord dans lesquels nous nous retrouvons sur ce sujet vraiment fondamental, et puis aussi mesurer nos divergences, mais ce qu'on se dit vraiment aussi beaucoup à propos d'éventuels désaccords, et Dieu sait si, voilà, ils sont, enfin Dieu sait, j'aime pas beaucoup invoquer Dieu, hein, je vous rassure, mais en tout cas, on sait que précisément l'émiettement, les cloisonnements, tout ça sont parfois liés au fait que, voilà, non mais moi je suis pas d'accord avec tel groupe, pas d'accord avec tel groupe, et donc on avance chacun sur ses rails. Et notre objectif, c'est au contraire de faire en sorte que, y compris les désaccords, soient pris à bras-le-corps véritablement, mais qu'ils ne soient pas des obstacles à la construction commune, mais qu'ils soient des enjeux de discussion, d'échange, l'idée de politiser véritablement ces désaccords. Donc justement, dans les petits groupes, il s'agira aussi de réfléchir à tout ça. Et puis dans un dernier temps, comme l'a annoncé Olivier, il y aura une restitution en plénière qui permettra vraiment cet échange. Pour terminer cette courte présentation, avant de passer la parole, je pense à Jérôme qui doit présenter l'appel Ensemble, tout est possible, qui co-organise cette réunion. Je voulais simplement vous rappeler, disons, les grands axes de se fédérer. L'appel, alors pour ma part, je suis dans différents collectifs, notamment un collectif Gilets jaunes, un collectif qui s'appelle aussi Faire commune, hein, qui s'inspire du communalisme. Mais voilà, l'appel se fédérer, il est né du constat qu'on faisait dans différents collectifs que voilà, il y avait un foisonnement, une ébullition d'initiatives, d'actions, y compris pendant donc le confinement, dans une situation de crise qui nous donnait envie de solidarité, mais aussi d'élaboration collective, mais que tout ça était très dispersé. Ce qu'on a voulu se dire dans ce fédéré, donc je le résume en une minute hein, pour terminer, c'est essentiellement 3 axes. Le premier axe, c'est, voilà, il n'y a pas de compromis possible avec le capitalisme. Et je pense que ça, c'est vraiment fondamental par rapport à d'autres appels, d'autres initiatives, des plans d'urgence, etc., qui ont circulé. C'est assumer que sans rupture ou dépassement du capitalisme, quels que soient les termes qu'on emploie, eh bien, on ne pourra pas avoir des jours heureux, on ne pourra pas avoir une vie bonne, une vie juste, une vie plus humaine, fondée sur l'égalité, la justice sociale. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment souligner, diffuser, populariser, médiatiser. Un anticapitalisme qui soit un anticapitalisme constructif,
mais en tout cas très ferme, voilà, très ferme sur cette base, et pas seulement la critique du néolibéralisme, avec l'idée qu'au fond, il y aurait un bon capitalisme et un capitalisme plus agressif ou malsain, comme le capitalisme financier. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, comme on le souligne dans le texte, c'est qu'on ne veut pas simplement être des anti, surtout pas. On n'a pas envie juste d'être contre le capitalisme, anticapitaliste, mais qu'on veut vraiment travailler, agir, réfléchir pour proposer des alternatives concrètes, tangibles, qui ne soient pas considérées comme lunaires. Et ça aussi, on voudrait contribuer à mettre tout ça dans l'espace public, à faire en sorte donc que voilà, il y ait une réalité véritable des alternatives au capitalisme. Alors évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de manières de caractériser ces alternatives. Certains parleront de communalisme, d'autres de socialisme, d'autres de communisme, d'autres de voilà, enfin de socialisme écologique, etc. Certains inventent même des concepts, les communalismes, etc. Donc, on ne va pas forcément trancher encore le terme qu'il s'agit d'employer pour caractériser justement ce qui serait une société émancipée de la logique du capital, mais en tout cas contribuer ensemble à rendre, encore une fois, très concrètes et matérielles ces alternatives. Et puis le dernier axe, et je termine par là, puisque en fait c'est aussi l'objet de notre discussion, c'est que pour tout ça, voilà, on ne peut pas juste se dire, voilà, il y aura une société, un monde d'après, sans réfléchir aux modalités très concrètes, un peu stratégiques, on va dire, manière de parvenir à tout ça. Et à nos yeux, les manières vraiment d'agir concrètement, c'est l'auto-organisation. C'est poser la question du pouvoir, de notre propre pouvoir, là où on est, dans les entreprises, dans les quartiers. L'idée voilà, en effet, de l'autogestion, l'idée de constituer des collectifs qui seraient seuls légitimes à décider pour les conditions de travail, décider pour les conditions d'existence, un peu comme les personnels soignants, en lançant notamment un mouvement populaire comme Bas les masques, on dit, voilà, c'est aux soignants, c'est aux usagers, c'est aux malades de s'auto-organiser pour décider de ce que serait un système de santé plus juste. Voilà, je m'arrête là. Merci à vous. Merci, merci Ludivine. Je reprends la parole juste avant de la passer. Alors, je ne sais plus à qui je dois la passer d'ailleurs la parole, avant que je la passe. C'est… On sait pas. Alors, Jérôme avait dit qu'il présentait l'appel… À Jérôme. Super. Donc, je passerai la parole à Jérôme dans un instant. Il y a plein de gens qui se sont connectés en attendant. Donc, certains ont raté l'introduction. Simplement pour vous dire que l'événement se tient de 19h à 22h. Et que on est aussi, en ce moment, les plénières sont retransmises sur Facebook. Donc, nous ne sommes pas que entre nous dans le Zoom. Nous sommes aussi, a priori, visibles de l'extérieur. Ce ne sera pas le cas quand on sera en sous-groupe. Là, ce ne sera pas sur Facebook. Je voulais simplement vous dire que vous avez dû voir des timers avec une horloge qui arrive pour dire il reste 1 ou 2 minutes. On va avoir cette impolitesse de vous couper la parole si jamais vous êtes plus long que le temps qui vous est imparti. Ça fait partie du jeu. Donc voilà, je laisse la parole à Jérôme. Jérôme, une quinzaine de minutes devant toi. C'est pas Jérôme. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Jérôme, parce que Jérôme vient de me téléphoner pour me dire qu'il ne pouvait pas être là. Ah. Et donc, je vais pas le remplacer. Je vais simplement dire que on s'était mis 3 semaines avant le 1er mai à discuter sur la base d'un texte qui était né d'une réunion où tout le monde critiquait beaucoup d'organisations politiques et quelqu'un a fait remarquer le mieux serait qu'on écrive ce qu'on pense pour s'adresser aux autres. Donc on a fait un texte assez court et puis ceux qui sont intéressés ont voulu le compléter. Alors, au lieu de faire une tribune de 5000 signes, on a abouti à une contribution qui fait 14 ou 15 000 qui était la traduction d'une volonté de débattre sur une ligne qui comporte à la fois des réponses politiques à la situation, une analyse de la situation, y compris mondiale, et des besoins de réponse là-dessus. Bon. Et on a constaté que ce qu'on allait faire, c'est répondre oui pour dialoguer avec tous ceux qui partagent la même perspective, qui est comment dépasse-t-on et comment détruit-on le système capitaliste. Et en même temps, on allait le faire en faisant des débats assez longs, parce qu'on a constaté que la majorité de ceux qui réagissaient étaient des militants qui voulaient discuter
et pas simplement réagir à ce que disaient des directions nationales. Donc, on a décidé qu'on allait faire ça pendant le temps qu'il faudrait, et on est en train de s'organiser pour le faire. Donc, je suggérerais d'ailleurs que Jérôme, qui a envoyé une lettre au signataire il y a 2 jours, vous l'envoie aussi, parce que vous aurez davantage d'éléments en ayant la lettre au signataire qui vous informera de ce qu'on fait. C'est initialement, il y a un certain nombre de gens qui croyaient que ça aurait lieu le 18, donc le fait de passer du 18 au 19 fait que certains n'avaient pas dit qu'ils avaient des anniversaires dans leur famille le 19, bon, ça arrive. Et donc, Gus Massia, par exemple, n'est pas là à cause de ça. Étienne Adam non plus. Donc, plusieurs m'ont dit qu'ils seront là demain matin à notre réunion, puisqu'on a une réunion tous les samedis matins, mais pas ce soir. Voilà. D'où le mieux, c'est qu'on diffuse la lettre au signataire, comme ça vous donnera davantage d'éléments d'information et qu'on passe directement à ce qu'on a prévu de faire ce soir, puisque c'est à la fin d'une réunion où on avait discuté avec plusieurs signataires des 2 côtés, qu'on s'était dit nationalisation, socialisation, autogestion. On y avait mis un tour plutôt stratégique et un peu abstrait, et on pouvait aussi l'aborder à travers l'actualité. Catherine a insisté pour qu'on parte plutôt de la situation d'actualité, ce qui n'est pas plus mal, parce qu'on peut parfaitement avoir des textes qui circulent pour que le débat comporte des éléments historiques, des éléments de comparaison, mais pas ce soir. Voilà, que ce soir, on parte des introductions telles que Catherine nous a souhaité hier et ce matin. Pour ma part, je termine. Ok, merci beaucoup Pierre. Ludivine, je te laisse m'aider à transmettre la parole sur ce coup-là. Tu es en mute. Yeah. Oui, merci Pierre. Donc, on va commencer par Benoît, c'est bien ça, hein, Benoît Boritz. C'est comme ça que vous vous êtes arrangés tous les 3, en auto-organisation. Hein, donc, voilà. Donc, merci beaucoup à tous les 3 d'avoir accepté de nous proposer cette introduction. Et ben voilà, Benoît qui connaît absolument bien toutes ces discussions et pratiques d'autogestion pour être à la fois membre d'une association du même nom et puis aussi pour avoir publié un certain nombre d'ouvrages sur ces questions de l'autogestion, des communs, notamment un ouvrage paru à la Découverte qui s'appelle « Au-delà de la propriété ». Voilà, Benoît, merci. Bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci aux organisateurs, merci à Se Fédérer, merci à l'ensemble Tout est possible de nous avoir invités pour introduire ce débat ô combien important sur nationalisation, socialisation, autogestion. Bon, je pense que c'est un débat qui en fait porte sur la forme que doit revêtir l'appropriation sociale comme antithèse à la propriété privée des moyens de production. Voilà. Alors, face à cette propriété privée, l'appropriation sociale, je pense, visait à réaliser 2 aspirations simultanées. La fin de l'exploitation d'une part, que plus personne ne profite du travail d'autrui, et la fin de l'aliénation d'autre part, c'est que nous retrouvions le contrôle de nos travail et de nos outils de production. Alors, comment faire? Ça, c'est un débat qu'en fait, on mène déjà depuis 2 siècles. Alors, je dirais que la première réponse qui nous est venue à l'esprit, elle consiste à dire que ce sont les producteurs qui doivent être propriétaires de l'outil de production, tout simplement. Puis on se dit, c'est très simple, ça veut dire plus d'exploitation, oui, et plus d'aliénation puisqu'ils contrôlent leur outil de travail. Et ça, c'est la voie qui a été initialement empruntée par les coopératives de production, les coopératives de travail, celles qu'on appelle les SCOP en France. Ah oui, mais sauf que ce n'est pas simple. Déjà, il y a une première question qui se pose, c'est qu'est-ce qui nous dit que les travailleurs, les salariés, auront toujours les moyens de financer le capital? Rien. Très concrètement, d'ailleurs, c'est ce qui explique le fait que cette forme d'entreprise reste aujourd'hui marginale dans le monde. Alors, on a une réponse par le financement qui est intéressante, par le crédit socialisé, bien sûr, c'est une piste intéressante, qui avait été d'ailleurs esquissée par Proudhon, mais aussi par Marx. Je fais référence au chapitre 16 sur le crédit du livre 3 du Capital.
Et puis, il y a une deuxième question qui est posée avec ça, c'est la question de l'aspiration à la garantie de revenus. Le travail, c'est un exercice social, et je pense que la fin de l'exploitation peut se réduire à l'application des règles marchandes pour partager les revenus entre unités de production. Donc, on comprend à partir de là que si les coopératives de travail, c'est une piste qui était intéressante du point de vue de la désaliénation, de la fin de l'exploitation. C'est encore une piste qui est utilisée dans les luttes très, très concrètement pour se débarrasser d'actionnaires lorsqu'on a besoin. C'est en tout cas pas ça qui réalisera l'appropriation sociale. Alors, dans ce contexte, très très vite, dans le contexte du développement des États-nations au XIXe siècle, je précise que c'était le cadre de développement du capitalisme, la nécessité d'avoir un marché unifié, entre autres par la langue, mais pas que, on a pensé qu'à ce moment-là, la solution, ça consistait à transférer la propriété des moyens de production d'individus privés à l'État. L'État censé représenter le peuple. Et très vite, on a en fait compris l'écueil, parce que qui dit propriété dit commandement du propriétaire qui est l'État. On a peut-être résolu l'exploitation par ce biais, mais on se heurte au problème de la désaliénation. On n'est plus vraiment maître de notre outil de travail, et puis on retrouve le lien de subordination qui est caractéristique de la société capitaliste. Le patron, il était anciennement privé, désormais c'est l'État qui est censé représenter la collectivité, puis dans la réalité c'est une bureaucratie qui s'autonomise. Bref, les travailleuses et travailleurs, ils n'ont fait qu'une chose, changer de patron. Alors, juste un petit point quand même, il faut noter que ce schéma a existé autant dans les, je dirais, les pays socialistes, dits socialistes, que dans nos services publics. Et il est vrai que dans nos services publics, on a eu des patrons bienveillants. Bon, il n'empêche que c'est toujours un patron. Et que ce patron, même quand il représente la collectivité, il peut toujours privatiser. Et c'est ce qui a été fait dans les années libérales. Donc, on comprend que ce n'est pas la solution, parce que notre objectif, c'est de créer de l'irréversible. Et de l'irréversible, je pense que c'est de l'inaliénable. Alors, je dirais que pour Marx, la synthétisation de l'économie, ce n'était pas la solution, même s'il parlait régulièrement de nationalisation, puisque dans son propos, il devait y avoir une disparition de l'État concomitante de l'appropriation sociale. Alors, il nous a laissé dans tous ses écrits toute une série de pistes qui sont relativement intéressantes. Il faut savoir que Jaurès va en développer une. Alors, pour lui, la nationalisation, c'était vu comme une étape vers la socialisation. Et il s'agissait d'envisager qu'en fait, les collectifs de travail gèrent les moyens de production, des moyens de production dont la propriété était détenue par l'État. Alors, je vous renvoie pour ça à ces nombreux écrits autour de la verrerie ouvrière d'Albi, mais pas que, mais très intéressant, la question de la verrerie ouvrière d'Albi, où il s'oppose à Jules Guesde, justement, Jules Guesde qui préférait la coopérative de travail. Lui, il voulait que la verrerie propriétaire d'Albi soit la propriété commune de la classe ouvrière. Voilà. Et dans sa vision, je dirais que ces collectifs de travail, en fait, c'est l'incarnation de la nation. Et l'État, en tant qu'organisme coercitif, est censé disparaître. Alors, je dirais qu'il n'y a qu'une seule, à ma connaissance, réalisation concrète de cette vision qui a eu lieu dans l'histoire. Pour moi, c'est l'autogestion yougoslave. Elle était loin d'être parfaite. Je ne sais pas là, si Catherine Samari a l'intention de revenir sur cette question. En tout cas, puisque Catherine a énormément développé sur l'autogestion. Je voudrais résumer en disant que cette perspective jaurétienne, pour moi, comporte une contradiction dans les termes. Lorsqu'on est propriétaire, on peut donner un mandat de gestion à quelqu'un à un moment donné. Mais ce mandat, il est forcément révocable, parce que sinon, on n'est plus propriétaire. Donc, l'autogestion, je pense, dans ce cadre, c'est-à-dire d'une propriété des moyens de production de l'État avec des collectifs de travail qui gèrent, ça ne peut être au final qu'une autogestion contrôlée par l'État, ce qui nous pose quand même pas mal de problèmes. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on doit reprendre ce chantier. C'est pour ça très très bien que ce soit ce premier chantier qui démarre dans le cadre de se fédérer et ensemble. Je pense qu'il faut reprendre ce chantier à la lumière des avancées que nous avons connues sur ces derniers temps, et notamment le XXe siècle. Et puis, je vais vous surprendre, je vais vous parler de finances. Vous
Ça va vous paraître paradoxal, mais je pense que c'est une porte d'entrée dont on peut se saisir, qui est très intéressante. Une finance qui est née d'entreprise, qui est née grosso modo dans les années 50. La finance, elle nous explique que ce qui fait la valeur d'une entreprise, ce n'est pas son bilan, ses actifs, moins ses dettes, mais c'est les attentes des investisseurs quant aux dividendes que la société va être capable de verser. Alors les dividendes, c'est intéressant, parce que c'est totalement rival des salaires. À bilan constant, ce qui a été versé en salaire ne pourra pas l'être en dividende, et inversement, ce qui est versé en dividende ne le sera pas en salaire. Il y a une rivalité absolument totale. Et bien on arrive à une première conclusion. Si on hausse la part des salaires dans un niveau tel qu'il devienne impossible d'espérer des dividendes pour les actionnaires, eh bien on a une société qui ne vaut absolument rien. Donc ça nous montre, et je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus, que la valeur des sociétés en général, c'est quelque chose qui est totalement arbitré politiquement, ça n'a rien de naturel. Il suffit de voir très récemment comment l'État Macron est venu au secours des sociétés de capitaux durant la crise du Covid-19 pour comprendre comment une action politique peut donner de la valeur aux sociétés. Et in fine, c'est le rapport entre les classes qui détermine cette valeur macroéconomique des sociétés. Et lorsque nous modifions dans un sens favorable au salariat le partage de cette valeur ajoutée, eh bien nous dévalorisons les sociétés de capitaux. Alors vous allez me dire, ce n'est pas ce qui fera partir les actionnaire. Vous avez parfaitement raison. Je pense même, je vais même aller très loin, je vais dire ne pas dévaloriser ces sociétés sans poser la question du départ des actionnaires, c'est se mettre en position de faiblesse parce que ceux-ci conservent le pouvoir. Et s'ils conservent le pouvoir, ils décident du niveau de l'emploi et décident du niveau des investissements. Donc, dans le cycle de débat que ce fédéré aura, je pense qu'il y en a un qui est essentiel et qui avait pointé d'ailleurs Ludivine au début, c'est la question de la sortie du capitalisme. J'irai très très loin, la question de l'immédiateté du processus d'expropriation, l'impossibilité d'avoir une étape, un compromis entre les classes. Pour le dire clairement, je crois qu'il faut repenser notre appropriation sociale d'une façon assez directe, en tout cas c'est tout, sauf un long processus. Mais on va revenir, on s'écarte un petit peu, donc on va revenir un petit peu à notre sujet. La forme de cette appropriation sociale. Maintenant encore, la finance, elle nous donne la clé de la réponse. S'il n'y a plus de dividendes, il n'y a plus aucun intérêt pour la propriété. Et s'il n'y a plus d'intérêt pour la propriété, eh bien, qui va être amené à gérer l'entreprise? Ceux qui vont être amenés à gérer l'entreprise, c'est facile, c'est celles et ceux qui ont la maîtrise totale de la valeur ajoutée, les travailleuses et les travailleurs. Et cette fois-ci, ils vont la gérer, et c'est ça qui est neuf, non pas en tant que nouveaux propriétaires, mais en tant qu'usagers des moyens de production, conformément à la pratique du commun. Alors là, petit problème, allez-vous me dire. Si ce sont les fonds propres de l'entreprise qui donnent le droit de propriété, donc les fonds propres, c'est le capital qui a été mis à disposition de l'entreprise plus les bénéfices conservés par les actionnaires, si il n'y a plus de propriétaires, il ne doit plus y avoir de fonds propres. Eh oui, absolument. Et donc, il doit y avoir un financement de tout ce que possède l'entreprise, ses actifs, par un secteur financier socialisé. Je crois qu'on doit renouer là-dessus avec les travaux de Proudhon et de Marx du 19e siècle. Je n'ai absolument pas le temps de développer ce point, puisque en 15 minutes, ça vous en doutez. Par contre, c'est vrai que j'ai travaillé sur cette question dans mes 2 derniers ouvrages, Au-delà de la propriété pour une économie des communs à la découverte, et puis Virer les actionnaires, pourquoi et comment s'en passer, aux éditions Syllabus. Vous trouverez aussi sur mon site économie.org, la description d'un fonds socialisé d'investissement qui pourrait être la colonne vertébrale d'un système financier socialisé. Deuxième question qui me semble importante, c'est la question du droit des usagers. Jusqu'à présent, on a parlé des travailleuses et des travailleurs. Ce droit, il est essentiel surtout quand l'entreprise est en situation de monopole ou d'oligopole. Je vais même aller très très loin. Je pense qu'ils doivent avoir le dernier mot sur la nature de la production, la qualité de la production, les prix ou les subventions. Et quand je parle des usagers, je parle même peut-être beaucoup plus large au niveau des citoyennes et des citoyens. Mais là, on est face à un autre problème. S'ils ont le dernier mot, comment va-t-on s'assurer qu'il n'y aura pas de déséquilibre entre les usagers et les travailleuses et travailleurs? Là, la réponse, on la trouve
dans nos luttes, dans les avancées sociales. Je crois que c'est l'établissement de statut du travail avec des reconnaissances de qualification des travailleuses et des travailleurs qui éviteront le moins-disant social, une pression infernale des usagers. Et je crois que de ce point de vue, il est urgent de découpler le salaire, le revenu du travail, du comportement marchand de l'unité de production dans laquelle nous sommes. C'était un problème qu'on avait pointé dans les coopératives de travail. D'ailleurs, il me semble, j'ai cru comprendre que c'était un des projets sujets de débat de se fédérer, la question du partage du revenu. Je crois qu'effectivement, c'est quelque chose qui est critique et sur lequel on doit travailler. Bon, je vais maintenant conclure en disant que je ne pense pas que l'appropriation sociale puisse être pensée dans une tour d'ivoire avec des formules toutes faites. Non, je ne pense pas, j'espère vous l'avoir démontré. Je pense que ça naît dans les formes concrètes de la lutte des classes et notamment le combat autour de du partage de la valeur ajoutée et l'apparition de la notion de qualification du travailleur. Eh bien, c'est la conquête de cette valeur ajoutée par le travail qui, je pense, pose d'office la classe salariée comme gestionnaire de l'outil de travail, qui pose non pas en tant que nouveau propriétaire, mais en tant qu'usager des moyens de production. Et je pense que c'est dans cette action que nous trouvons là la forme concrète de l'appropriation sociale qui devra avoir lieu dans les prochaines années. Et ceci ne sera possible que si nous constituons un système financier socialisé et que si nous constituons des mécanismes de péréquation et de mutualisation du revenu et de garantie des revenus. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci. Ludivine, je te laisse enchaîner les présentations. C'est plus simple pour moi sur cet aspect-là. D'accord, merci beaucoup Benoît. Et en fait, sans plus tarder, Pierre Courcely va pouvoir compléter et développer ce point de vue, d'autant que Pierre y a aussi beaucoup réfléchi, comme il l'écrit notamment sur le site des éditions Sileps. Il a écrit quelques livres, mais moins que s'il ne participait pas à des luttes. Donc voilà, c'est vrai que les luttes ne nous permettent pas toujours d'écrire autant qu'on le voudrait, mais c'est tant mieux, parce que si on ne faisait qu'écrire, ce serait vraiment catastrophique. Donc, et parmi différents ouvrages, je citerai le recueil que Pierre, avec un autre Pierre Zarka, a publié, qui est le recueil commenté à des textes de Marx et Engels, qui sont justement un peu au cœur, enfin pas les auteurs, mais le sujet, au cœur de la thématique de ce soir, à savoir propriété et expropriation des coopératives à l'autogestion généralisée, et c'est paru chez Sileps. Voilà, merci, et à toi Pierre. Oui, on m'entend là? Super, oui. J'ai été un peu bêtement discipliné. J'ai écouté ce qu'a dit Catherine et je suis parti d'une approche qui est presque l'inverse de ce que vient de faire Benoît, ce qui n'est pas bien dans les introductions, puisque ce n'était pas voulu comme ça. Bon. Donc, pour ma part, je pense que nous avons un premier débat, que donc, nous laissons de côté une série de choses qui font partie d'une bibliographie, à commencer par l'encyclopédie de l'autogestion en numérique, qui fait 8 volumes chez Sileps. Je ne reprendrai pas, alors que j'aurais bien aimé prendre le débat sur nationalisation, socialisation, autogestion avant 68, entre les aspects écolo et transformation du travail portés par divers courants de la gauche des communistes italiens. Bon, ce n'est pas le sujet, donc je prends les choses comme il a été dit, c'est-à-dire la situation actuelle, et je prends donc 2 séries de faits et ensuite je vais proposer une réponse autant que possible. Le premier fait notable, si on parle de l'actualité aujourd'hui et si on se soucie de nationalisation, c'est que brusquement, en écoutant les ministres, l'argent ne semble pas manquer. Devant les effets de la pandémie, des fonds publics apparaissent mobilisables pour les entreprises, que ce soit au niveau national avec 400 milliards d'euros, ou celle de la Commission européenne avec 350 milliards. Donc, il y a de l'argent. Il y a de l'argent pour s'investir dans les entreprises et pour les sauver, paraît-il, du moins les maintenir pour que tous les emplois ne disparaissent pas trop. Voilà.
nous pouvons dire quoi? Nous pouvons dire les patrons et les actionnaires ne doivent pas décider l'usage de cet argent qui existe, et sur lequel on va dire c'est pas acceptable qu'il y ait des chômeurs. Oui, mais dans ce cas-là, la question qui est posée, c'est comment on répond à travers notre démarche, comment on répond à ces nationalisations temporaires, comment on socialise ces moyens-là, du moins proposer de le faire. Et il faut donc répondre à des questions avec précision. Il y a les grandes entreprises avec leurs places spécifiques, il y a les besoins d'équipements collectifs pour lesquels les collectivités territoriales ont des avis et des décisions à prendre et réagissent en ce moment et réagiront à travers la campagne lancée par la convergence des services publics qui va se continuer septembre-octobre. Puis il y a aussi un système qu'on ne discute pas assez, qui est la régulation du système telle qu'elle est faite depuis 2013 assez systématiquement entre les grands donneurs d'ordre de diverses institutions, dont la Banque publique d'investissement et la Caisse des dépôts. Cet organisme-là, qui est à la fois privé, public, enfin qui est mixte, qui est de la gouvernance, existe avec un tiroir caisse ouvert dans toutes les préfectures, à condition qu'il y ait l'accord des divers actionnaires et hauts fonctionnaires là-dedans. Et ça, c'est donc un État libéral remodelé qui est bien en place et qui est tout à fait interventionniste. Et comment nous pouvons réagir vis-à-vis de cette chose-là, à la place de ces nationalisations rampantes et temporaires, comment est-ce qu'on parle de socialisation? La socialisation, ce n'est pas l'utilisation de cet argent en fermant certaines entreprises et en mettant dans d'autres, qui serait simplement le résultat du dialogue entre la classe dirigeante et les hauts fonctionnaires. Donc c'est une première chose, c'est on s'est mis à parler de beaucoup d'argent qui doit servir de façon diverse à l'industrie et à diverses activités. Donc nous devons réagir sur cela. Donc le deuxième point qui est marquant au moment où cela se produit, en sachant que, bon, je ne veux pas vous rappeler que c'est le contraire de ce qu'on nous a dit pendant des années, sur le fait qu'il n'y avait pas de moyens financiers pour investir. La seconde chose, qui est une réalité souvent sous-estimée et qui existe, et qui existe plus que ce qu'on dit finalement, du moins pour le moment. Réglage à même demi-heure, sinon on ne se voit pas, mais je peux parler sans qu'on me voie. Nous avons pris comme débat le plan de sortie de crise. Mais en même temps, il faut bien en faire attention. Le plan de sortie de crise est décisif au sens qui montre qu'il y a une unité possible sur un certain nombre de revendications. C'est bien utile puisque ça peut faire discuter partout au lieu que chacun arrive avec ses points de vue particuliers vis-à-vis d'un ministère ou d'un service d'un ministère quelconque. Donc c'est bien qu'il y a 34 mesures qui font un plan de sortie de crise. On peut se demander, en le lisant sans être trop critique, quelle est l'intervention des salariés. À divers endroits, l'intervention des salariés est marquée. À d'autres endroits, c'est l'État qui doit faire. Et on ne peut pas s'en tenir à des formules, pour nous, dans la situation actuelle, et par rapport au débat entre nos deux initiatives, on ne peut pas s'en tenir à des formules qui rappellent et définissent le rôle de l'État. Donc, essayons de partir de choses qui ont existé, qui existent encore. Je voudrais citer, parmi les choses qu'on ne peut pas oublier, dont on discute plus ou moins tous les jours, une expression qui démarque ce qui se fait. Moi, je dis, bon, peut-être que j'ai tort, que c'est une démarche autogestionnaire. Donc, je vais la citer. C'est une réflexion d'une camarade, médecin, en décembre 2019, et donc pas à travers la situation actuelle, ni la mobilisation sur les retraites, puisque c'est avant. C'est en fonction de la mobilisation dans les hôpitaux qui existaient auparavant. Donc je le lis, qui est ce qui se passe dans les hôpitaux est inédit. Ils veulent des effectifs, des lits, une revalorisation des métiers. Ils font un texte qui commence par « nous sous-signons ».
nous sous-signés, depuis les chefs de service jusqu'aux infirmiers, les secrétaires, et ils disent que c'est à eux de définir leurs besoins et qu'ils veulent le faire avec les usagers, d'où pétition, etc. Est-ce qu'on peut raisonner dans ce cadre-là? Aujourd'hui, nous nous souvenons que cette lutte a marqué pendant 2 ans, on s'en souvient encore, et l'expérience pendant l'épidémie et les 3 mois écoulés, l'expérience fait ressortir que le fonctionnement des hôpitaux se rapprochait d'autre chose. Et donc aujourd'hui, comment se pose donc ça? À mon avis, je n'ai pas discuté plus que ça, mais à mon avis, il y a là une dynamique qui ressemble à ce qu'on souhaite à travers l'autogestion, puisqu'on a affaire à des services qui devraient être des services publics, et où les décomptes des besoins et la forme de direction des hôpitaux seraient donc décidés à travers ceux qui y travaillent eux-mêmes. C'est quand même un assez bel exemple qui fait que je ne vais pas en détailler d'autres, mais il faut être attentif à d'autres mouvements. Je cite l'expérience de Coop Paname, qui est des porteurs de projets qui s'entre-aident pour créer une entreprise qui leur permet d'accéder aux droits sociaux du salariat. Je pourrais en citer d'autres. J'aime bien renvoyer au texte de Bizy, qui au Pays Basque fait 40 actions à faire et qui ont fait fonctionner des circuits courts, remplaçant le risque de faillite et évitant les faillites de leurs entreprises ces 3 derniers mois. On pourrait aussi citer l'Observatoire des multinationales qui fait état de 1400 remunicipalisations. Les remunicipalisations, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une forme de démocratie qui doit s'exprimer sur la façon de répondre aux besoins sociaux et collectifs. On pourrait prendre aussi d'autres choses sur l'agriculture, mais je crains de dépasser le temps prévu. D'autant qu'il se pose à ce moment-là une question. Comment faire pour que ces questions-là trouvent une solution? Je ne pense pas que nous puissions traiter de l'autogestion sans traiter du moment de la richesse et de comment les inégalités existent dans ce pays. Nous avons 10 millions de personnes qui, avant la pandémie, étaient en dessous du seuil de pauvreté. Il y en aura plus si on laisse faire le chômage et les licenciements tels qu'ils ont lieu. Nous devons donc avoir une exigence du niveau de vie de ces gens-là en disant on ne peut pas exiger, dire qu'on est dans une démocratie, on ne peut pas faire ça. Si on ne dit pas que les individus, tous, ont le droit au moins à 1 250 € par mois. Ça paraît peu, mais en réalité, ça double ou ça triple les revenus pour une grosse partie d'entre eux. Pour faire ça, comment est-ce qu'il faut le faire? Il faut faire ça en comptant un salaire minimum, que 1 250 soit proche de ce salaire minimum, et qu'on ait un salaire maximum. Et donc, il faut discuter. C'est un acte direct d'autogestion de dire quel est le salaire maximum. Si le salaire maximum reconnu, c'est celui d'ingénieur, bon, ça fait globalement un salaire maximum de 4 à 5 fois plus que 1 250. Discutons de ça. Et où prendre l'argent dans cette société? Alors là, je pense que c'est l'un des points très faibles de la gauche radicale, qui ne parle pas d'où est la richesse. On dit toujours, c'est dans les caisses du patronat. Quand on va regarder, on se rend compte que les 5% les plus riches ont des trop-perçus énormes parce que leur part de richesse nationale a été multipliée par 2 en 20 ans. Donc, il faut prendre là. Et donc, sous forme d'emprunt forcé ou d'impôt exceptionnel, il faut prendre sur les 5% les plus riches, en rappelant que les 5% les plus riches possèdent 30% du patrimoine, alors que les 50% de la population en possèdent 8%. Pour 50% de la population, le patrimoine, c'est le droit à la retraite. Pour les autres, c'est une part de richesse. Donc, nous devons traiter ça. Si nous ne traitons pas ça, tous nos mots sur la socialisation, ce sera de la blague. Ça ne concernera que les gens stables dont les qualifications sont reconnues et qui pourront se croire à l'abri du système tel qu'il est. Donc, nous devons reprendre sur le fait que le travail n'est pas une marchandise. Et nous avons à ce moment-là un commun qui est quand même de grande taille. La sécurité sociale, c'est quand même un commun énorme. Le budget de la sécurité sociale est supérieur au budget de l'État. Donc nous devons exiger, au titre de la démocratisation et la socialisation des biens,
que la sécurité sociale soit de nouveau gérée après des élections. Des élections qui permettent de savoir comment la sécurité sociale sera consolidée, élargie, comment elle jouera un rôle universel. Alors pour ça, comme il reste 3 minutes, je vais dire que j'ai écrit ailleurs, mais je ne détaillerai pas là en 3 minutes, ni même en 2,55, le fait que nous sommes dans une phase de l'ère de l'automation, depuis la fin des années 50, qui a profité aux capitalistes, qui aurait pu profiter à des luttes de classe, qui ont été arrêtées pour des raisons de calcul politique bizarres et ratés, et dont la classe dirigeante, la classe bourgeoise a profité pour créer des biens qui lui rapportent, des divisions entre les individus, une culpabilisation de ceux qui n'ont pas une qualification assez reconnue, bref, tout ce qu'on connaît là. Et si on dit qu'il faut s'emparer des richesses telles qu'elles apparaissent pour les gérer autrement et organiser les choses autrement, si on dit que l'autogestion est d'actualité, c'est bien sûr pour montrer que le but est que les décisions soient élaborées, discutées, prises et contrôlées par la masse des gens de la société, la masse des habitants, avec leur diversité. Leur diversité, ça signifie qu'ils ne sont pas tous radicalisés et à changer le pouvoir au jour le jour. Certains seront accompagnés à travers des mobilisations. Et donc nous devons nous soucier de donner des réponses qui vont sur la remise en cause du système capitaliste à partir de ce qui est le plus actuel. Nous ne pouvons pas accepter les licenciements sans réagir alors qu'on nous dit qu'il y a beaucoup d'argent pour réagir à cette situation. Voilà. On peut arrêter là? Super. Merci beaucoup, Pierre. Et du coup, fidèle à moi-même, Ludivine, je t'invite à faire la transition. Ah oui, ce sera très bref. Pour présenter et remercier Pierre, présenter très très rapidement Catherine et la remercier aussi chaleureusement d'avoir accepté de contribuer à cette introduction. Donc Catherine a aussi beaucoup réfléchi et beaucoup publié sur les expériences autogestionnaires et tout particulièrement, comme l'allusion y a été faite, l'expérience yougoslave. Et elle a tout récemment publié un article qui peut intéresser l'ensemble des participantes et participants ce soir dans la tout aussi excellente revue Contretemps, une revue en ligne d'accès absolument gratuit. Je vais vous mettre le lien dans le chat à l'instant. Cet article s'appelle « L'autogestion pour un autre monde possible ». Donc voilà, on est au cœur du sujet, je vous l'envoie à l'instant. Mais je voulais quand même vous préciser par rapport à ces présentations de celles et ceux qui ce soir ont accepté de faire l'introduction que vraiment, comme on vous l'a écrit à la liste Se fédérer, ces introductions, elles sont ouvertes à toutes et à tous. Et on n'a pas besoin d'avoir écrit des livres ou des articles pour y prendre part. Donc, pour les prochaines rencontres, surtout n'hésitez pas à vous sentir, encore une fois, pleinement légitime à préparer voilà, une petite présentation si elle vous tient à cœur. Voilà, merci Catherine, à toi. Oui, bonsoir, bonsoir à tous et toutes. Vous m'entendez là comme ça? Ça va? Et merci beaucoup pour l'organisation de ce débat. Oui, ben, moi je veux partir effectivement de cette notion centrale d'autogestion à partir de ce que tu as dit, Ludivine, en introduction, c'est-à-dire la dimension anticapitaliste de notre démarche. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce sont quand même des mots qui peuvent être perçus comme très abstraits. Mettre l'autogestion au cœur de cette démarche, c'est partir d'un statut pour moi, c'est comme ça que je proposerais de l'aborder, de responsabilité, c'est aussi un des termes qui est abordé dans l'appel, soyons responsables. L'idée d'autogestion, c'est l'idée que tous les individus, hommes, femmes, dans leur activité de travail et au-delà, c'est-à-dire y compris dans l'ensemble de leur vie quotidienne, sont et doivent pouvoir être pleinement responsables. Pleinement responsables, ça ne veut pas dire que la gestion relève seulement de l'individu et du local. Et là donc je voudrais c'est aussi le résultat de l'expérience yougoslave, mais disons souligner que avoir une démarche autogestionnaire, ça ne veut pas dire
s'appuyer sur un modèle dans lequel il y aurait une responsabilité de gestion de son travail au seul niveau de l'emploi dans lequel on est et au plan purement local. Ça veut dire que l'individu reste responsable et, à tout moment, mais il est aussi responsable de juger avec qui il peut et doit agir de façon à pouvoir être efficace par rapport au but qu'il se fixe. Et on est confronté à une pandémie aujourd'hui qui a touché au plein cœur de la société sur des enjeux très concrets qui sont ceux de la santé, qui sont ceux aussi de la hiérarchie des valeurs qui comptent, c'est-à-dire la satisfaction des besoins de vivre et de survivre en bonne santé, et de satisfaire des besoins humains. Et la notion d'autogestion implique une responsabilité des individus, ceux qui travaillent dans la santé, mais ceux qui travaillent dans tous les secteurs de la société, mais en association avec les autres pour des finalités qui sont précisément à discuter. Quand on parle de l'anticapitalisme, comme le disait Ludivine tout à l'heure, pour moi, c'est une lutte dans et contre un système dans lequel ce n'est pas la satisfaction des besoins humains et jugée par les êtres humains eux-mêmes directement qui est le moteur de fonctionnement de cette société, c'est la course pour le profit monétaire. Et ce profit monétaire, il a poussé à la privatisation de la santé, il a poussé aux délocalisations internationales pour avoir la production de masques ou de médicaments au moindre coût, quelles que soient les conditions de travail, quels que soient les dégâts aussi écologiques dans les transports gaspilleurs que cela implique, etc. Donc, l'anticapitalisme, c'est d'abord remettre les choses à l'envers, c'est-à-dire s'entendre sur le fait qu'on voudrait un autre monde, une autre société, dans lequel c'est effectivement la satisfaction des besoins humains définis par les humains eux-mêmes. Alors, il y a toutes sortes de besoins. Ce qu'on peut appeler besoins fondamentaux, c'est ceux qu'on voudrait voir satisfaits pour tout le monde, sans aucune exception, hommes, femmes, sans que qui que ce soit laissé sur le bord de la scène, sans discrimination, sans donc rapport de domination dans l'accès à la satisfaction de ces besoins, que ce soit les besoins de santé, de travail, de dignité, d'emploi, de culture, etc. Donc, la définition des besoins par les êtres humains auto-gestionnaires, mais associés, pour définir d'abord et avant tout les priorités, justement. Deuxièmement, pour définir, face à ces priorités, par exemple la santé pour tous, l'éducation pour tous, l'accès au transport pour tous, un toit pour tout le monde, la dignité pour tout le monde, une discussion sur les moyens. Et les moyens, c'est concret. Et c'est également dans le domaine du jugement direct, à partir de l'expérience et pas à partir des marchés et de la valorisation en bourse des différentes productions que l'on peut avoir une évaluation humaine et digne de ce nom de ce que sont non seulement les besoins à satisfaire, mais le comment les satisfaire. Et l'ensemble des personnels, toutes catégories confondues du secteur de santé, a montré la voie avec les collectifs interhôpitaux, associant aussi bien les médecins, les chercheurs que les infirmières, les aides-soignantes, etc. Et avec une élaboration à laquelle je vous renvoie et qui est fondamentale de la réflexion d'une autre santé possible, c'est-à-dire à la fois comment organiser les services de santé, ce qui pose un problème territorial, c'est du local au national, mais je dirais aussi à l'européen et à l'international, parce qu'il y a des enjeux de la recherche des médicaments, des enjeux de collaboration qui se situent à différents niveaux, mais en tout cas, donc premièrement, l'organisation des services avec une articulation de ce qui est local, de ce qui est territorial, de ce qui est autogéré. Et autogéré, ce n'est pas simplement les producteurs.
Et ça, c'est aussi le résultat, y compris d'ailleurs des réflexions de l'expérience yougoslave, mais tout simplement aussi de tout ce sur quoi on peut réfléchir aujourd'hui. L'autogestion comme statut et une démarche autogestionnaire, elle doit concerner toutes les personnes qui sont concernées par la production et l'usage d'un service donné, d'une production donnée. Ça veut dire non seulement les salariés, bien sûr, ou non salariés, les producteurs, disons de façon générale, on verra pour les statuts particuliers, les revenus particuliers ensuite, mais aussi les usagers, et ceci à différents niveaux de responsabilité associés. Et donc, ce qui est en train de se passer sur la question de la santé met à l'ordre du jour une démarche autogestionnaire qui pose aussi la question de l'interpellation des États et de la société tout entière, ce qui me permet de dire deux mots sur la notion qui est à l'ordre du jour de ce débat, donc des nationalisations et de socialisation. Par rapport à l'enjeu de la santé, on peut l'illustrer. La notion de nationalisation est une façon d'interpeller les pouvoirs d'État. Alors, les pouvoirs d'État, ils ne sont pas neutres. Macron gère un État très concret, avec un dispositif d'appareil et d'institutions qui contribuent à la gestion d'une société capitaliste. Donc, ce n'est pas parce que c'est l'État que ça n'est pas capitaliste. Et d'autre part, les expériences des pays se réclamant du socialisme, c'était pour moi l'intérêt de l'expérience yougoslave, impliquent une critique aussi de l'étatisme dans l'anticapitalisme. Hein. Et donc la recherche d'une problématique et d'une terminologie qui permettent à la fois de rendre compte du fait qu'on ne peut pas résoudre un certain nombre de problèmes simplement au plan purement local ou cas par cas, hôpital par hôpital ou entreprise par entreprise. Donc il y a bien des enjeux globaux, macroéconomiques comme on les appelle, et qui relèvent y compris éventuellement de pouvoir. Mais la question de critiquer ce qu'est le pouvoir, ce qu'est l'État, et d'avoir une démarche autogestionnaire, y compris dans la façon d'aborder l'État, est très importante. D'où la notion de socialisation, d'une part. La socialisation, elle vise, et en Yougoslavie, ça s'opposait précisément à deux choses. Soit les privatisations, soit l'étatisation. Et on peut continuer à s'opposer à deux problématiques qu'il faut critiquer. Une étatisation par-dessus, qui est bureaucratique et par-dessus les sociétés, et une privatisation qui atomise, y compris les choix, et qui oppose les individus. La socialisation, c'est un vocabulaire qui permet de souligner la nécessité de démarches d'ensemble, une possibilité d'y intégrer une démarche autogestionnaire, moi je parle de planification autogestionnaire, mais aussi d'une démarche autogestionnaire sur la transformation de l'État comme commun, puisqu'on a parlé des communs, la santé peut être un commun, mais l'État peut être aussi un commun, c'est-à-dire un bien ou un service que l'on met en commun et que l'on gère en commun. On a besoin d'institutions de coordination pour la santé, pour l'administration, etc. Il ne faut pas qu'elles soient au-dessus de la société, mais soumises à un contrôle des sociétés. Donc, il faut les socialiser. Et il faut, par conséquent, concevoir les exigences qu'on adresse alors au pouvoir d'État tels qu'ils existent avec une démarche critique et une démarche de contrôle. Alors, ça veut dire qu'on va à la fois, comme le font tous les travailleurs et tous les personnels qui ont pris en charge la question de la santé dans la période notamment de Covid, une interpellation au pouvoir d'État, bien sûr, sur les financements, sur les priorités, sur la fabrication de ce dont on a besoin de façon urgente, par exemple de façon concrète face à la pandémie. C'était la question des tests, c'était la question des masques, c'est la question d'un vaccin, c'est la question des médicaments. Mais immédiatement, on souligne la nécessité, et ça c'est une exigence mondialisée, que ces produits, ces valeurs d'usage, les masques, les médicaments, les vaccins,
que l'on va fabriquer, ils soient des biens communs, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas de façon privatisée à une médecine privatisée, pire que cela encore, avec des priorités aux États-Unis, à la France, etc., ou à des rapports de force entre pays dominants et pays colonisés, etc. Donc, la nécessité d'avoir une médecine et un secteur de santé qui soit socialisé, ce qui implique au niveau territorial du local au planétaire une démarche de socialisation de l'appropriation des vaccins, des médicaments, de façon que ça ne soit pas distribué de façon privatisée en fonction d'un rapport de force, d'un rapport de pouvoir et d'un rapport d'argent. Donc, de ce point de vue-là, l'expérience de la pandémie et de la crise à laquelle on se confronte permet de soulever, à partir de la question majeure qui nous a affecté du problème de la santé, cette articulation de l'autogestion, de la responsabilité des travailleurs et des usagers dans la gestion, par exemple, de la santé, mais aussi de l'interpellation des pouvoirs, mais d'une critique de ces pouvoirs, dans une logique de contestation et de socialisation qui ne s'arrête pas à l'échelle nationale. Et il y a bel et bien besoin, y compris pour peser au niveau des rapports de force, de services de santé, mais c'est vrai aussi si on veut maintenant élargir les problèmes à la crise capitaliste qui combine des éléments sociaux et écologiques centraux, environnementaux centraux. C'est une crise capitaliste de société qui existait avant la pandémie, que la pandémie ne fait qu'accélérer, révéler, aggraver, mais nous sommes confrontés à elle. Et elle pose les problèmes, d'une part, effectivement, quels statuts sociaux, donc le social, l'écologique et le financement. Quels statuts sociaux dans cette société? Je pense qu'il faut effectivement la remise en cause, comme le disait Benoît, non seulement des actionnaires, mais je dirais de la propriété capitaliste des moyens de production et des financements capitalistes des besoins, avec la socialisation qui a été évoquée du système bancaire et la subordination de tous les financements, un contrôle effectivement socialisé. Je pense qu'il faut que j'arrête là. J'ai fini mon temps là? Ou j'ai encore une minute? Il reste une minute. Une minute. Alors, je termine dans cette dernière minute en disant que la contradiction à laquelle nous sommes confrontés, c'est de pouvoir concilier une démarche qui garde en permanence la critique globale du système qui existe du local au planétaire, et en même temps qui ne se prive pas d'essayer d'avancer dans le positif, c'est-à-dire pas seulement l'anti, comme a dit Ludivine, mais l'alternatif, avec le piège de l'alternative quand on est piégé dans le système. C'est-à-dire les coopératives, elles peuvent se faire récupérer, et quand on n'a pas le rapport de force pour gérer une entreprise ou gérer un hôpital dans les conditions qu'on voudrait satisfaisantes, on peut se faire piéger. Donc il faut s'organiser du local au planétaire et à l'échelle de la société, notamment où on se situe en France, avec des liens européens et internationaux, pour pouvoir critiquer les limites de ce qu'on arrive à faire et pouvoir lutter contre le système avec deux mondes qui s'affrontent. Le monde qui existe, hiérarchique, où domine la valeur marchande, les marchés et le capital, et le monde pour lequel nous nous battons, dans lequel domineraient les êtres humains, leurs responsabilités, les valeurs d'usage, parce que c'est la nature, parce que c'est le jugement direct sur la façon d'organiser autrement la société, de façon solidaire et égalitaire contre tous les rapports de domination. Voilà, j'arrête là. Merci beaucoup, Catherine. Ludivine, si tu veux clore ce truc-là, sinon je continue. Et comme je ne te vois pas, il faut que tu me le dises à l'oral. Voilà. Non, mais je t'en prie. Ok. Super. Donc, merci à vous trois pour vos interventions. Ce qu'on va vous proposer là, il est 20h10, c'est de prendre une pause avant de vous envoyer en pause. Donc, la pause pipi, la pause manger, la pause que vous voulez, les enfants, voilà. Ça va faire toujours du bien. C'est une pause qui ne dure pas longtemps. Elle dure 10 minutes. Je vais mettre de la musique en attendant cette pause qui ne vous empêchera pas normalement de parler en plein air. Donc, ça, vous pouvez aussi vous servir de ce temps-là pour échanger si vous voulez, éventuellement avec les intervenants, s'ils ont la gentillesse de rester. Simplement vous dire à quelle sauce vous serez mangé après cette pause.
On vous lancera en sous-groupe juste après la pause pour vous laisser échanger dans des endroits où on sera peut-être 8 personnes maximum, à base d'une question qui est sur tout ce que vous avez entendu, ou sur certains sujets ciblés de ce que vous avez entendu, sur quoi arrivez-vous à dessiner entre vous, là, dans le groupe de 8, des zones d'accord, des zones de désaccord. C'est une question assez simple, mais qui peut vous emporter dans des débats très longs, et ils ne seront pas très longs, ils dureront une demi-heure maximum. Donc ça, c'est après la pause. Du coup, je vous invite à faire ce que vous avez à faire, et on se dit à tout à l'heure. Voilà, du coup, je me présente, un citoyen, on va dire, lambda qui met en place des initiatives d'associations innovantes dans le sud-est de la France. J'ai envie de profiter, moi, de la présence de Benoît Boritz, dont je suis un petit peu le travail, dans cet espace informel, voilà, pour te poser des questions si tu es disponible pour ça. Parfait, super, il me dit oui. Donc, si quelqu'un d'autre a envie d'autre chose dans cet espace informel, je l'invite à oser s'affirmer, se manifester. Je prends juste l'opportunité parce que voilà, il y a cet espace-là. En fait, Benoît, moi, je t'ai envoyé un mail là aujourd'hui, tu le liras quand tu auras le temps. Mais je serais curieux de comprendre un peu les subtilités de divergence de point de vue entre ton travail et celui de Bernard Friot, dont je suis aussi un petit peu le travail. Et voilà, j'ai envie d'entendre un petit peu, j'imagine que tu connais son travail, et j'aimerais bien comprendre un peu de ton point de vue les points d'accord, les points de désaccord, les points peut-être de complémentarité. Voilà, si tu as envie de m'offrir ça, je serais ravi. Oui, on pourrait aussi d'ailleurs demander à Bernard, puisqu'il est aussi présent parmi nous aujourd'hui. Oui. Très franchement, je pense qu'on a des démarches qui sont quand même assez parallèles. Dans ma présentation, j'ai volontairement parlé du statut du travail, la question de qualification. Et c'est vrai que je vois que c'est une brique qui est intéressante dans la construction d'une société socialisée, autogestionnaire et autres. C'est quelque chose même qui est, à mon sens, fondamental pour toute une série de raisons. Le fait qu'effectivement dire une partie du revenu, alors je sais qu'on n'a pas les mêmes vocabulaires, Bernard et moi, mais ça n'est pas grave, ce qui compte c'est le contenu. Une partie du revenu ne rémunère pas directement la valeur ajoutée qui est produite, mais correspond à l'apport de la personne à la société. Je pense que c'est une idée qui est très très juste. Là où je ne le rejoins pas tout à fait, et c'est pas tellement Bernard, enfin c'est Bernard et peut-être la démarche de réseau salariat, c'est un petit peu cette systématisation de ces éléments. C'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait sûr que le salaire, qu'une société économique puisse être viable avec des revenus qui sont exclusivement déterminés par la qualification. Je ne suis pas tout à fait sûr d'ailleurs qu'il y ait une majorité, qu'il y ait un consensus là-dessus. Donc je pense que c'est quelque chose qui se construit socialement. Je pense qu'autant le principe est intéressant, autant je pense que ça se construit socialement et pratiquement d'ailleurs aussi. Et il me semble que toute une série de personnes vont souhaiter qu'une part du revenu dépende aussi du comportement de l'unité de production dans laquelle on est, ne serait-ce que pour une question de formation de prix. Voilà pour situer un petit peu la complémentarité et puis peut-être divergence, j'en sais rien. Je crois que la discussion se poursuit de nos démarches. J'espère peut-être que Bernard peut parler si on a envie. Super, avec joie, oui, si Bernard est là, je serais ravi aussi d'entendre son point de vue. Je sais pas comment. On t'entend. On m'entend, oui. Bah, oui, j'ai été d'abord beaucoup d'occasions d'échanger entre Benoît et moi. Hein, cette année, le séminaire de réseau salariat à la Bourse du Travail à Paris. Je t'entends très faiblement, moi, Bernard. Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose avec ton micro, mais je t'entends très faiblement. Peut-être, je ne sais pas. Non. Ah, c'est frustrant. C'est pas mieux, là, on n'entend pas davantage. C'est un peu mieux, mais... Dans ce cas-là, je ne vais peut-être pas monopoliser inutilement la place si on ne m'entend pas, mais j'ai apprécié tout à fait le moment où effectivement Benoît a souligné